Tout comme la peur provoque exactement ce dont on a peur, le désir excessif rend impossible à obtenir ce qu'on désire à tout prix. Une citation de Viktor Frankl, dans le livre « Découvrir un sens à sa vie grâce à la logothérapie ». Viktor Frankl estime qu'une des principales causes de la névrose humaine est la perte de sens. Il défend la thèse selon laquelle l'inconscient est principalement fait d'essence spirituelle, car lorsqu'on trouve un sens aux événements de sa vie, la souffrance diminue et la santé mentale s'améliore. En somme, ce que tu redoutes, tu finis par l'attirer, comme si la peur devenait une prophétie, qui s'accomplira quoi que tu mettes en place pour l'éviter. Je trouve qu'il y a un parallèle fascinant à faire avec la fondation SCP. Car initialement, qu'est-ce que sont les SCP justement? Alors oui, avec plus de 10 vidéos en un an, j'ai déjà expliqué ce qu'était la fondation SCP et ses missions. Et si on se penche sur un aspect plus réel de la question, comme certains aiment à le rappeler en commentaire, comment se fait-il que nous ayons autant de témoignages et autant de rapports si toutes ces histoires n'existent pas vraiment? Comment est-ce possible que des entités cosmiques comme SCP-001, le gardien de la porte, l'entité divine gardienne du paradis, SCP-169, le Léviathan monstre marin mesurant 8000 km, ou encore SCP-610 considéré comme la peste rouge, puissent exister sans que la population ne soit au courant? Eh bien déjà, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous connaissez déjà la réponse. C'est grâce à la Fondation qui investit des moyens colossaux afin que personne n'apprenne l'existence de ces entités dévastatrices. Mais pour en revenir à notre question initiale avec la citation de Viktor Frankl, ce que tu redoutes, tu finis par l'attirer, les légendes SCP partent généralement d'un phénomène inexpliqué, ou d'une légende fondée sur des récits oraux comme le Bigfoot, le Yeti ou le monstre du Loch Ness. Mais certaines légendes partent de phénomènes encore plus anciens que cela, et possèdent des histoires et des pouvoirs dépassant l'imagination. Salut à tous, moi c'est Val et aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir le grand livre des légendes de la Fondation SCP. Et laissez-moi vous dire que j'ai énormément galéré afin de dénicher des informations sur la dernière anomalie. Les données sont extrêmement complexes à obtenir et à bien résumer. C'était vraiment chaud. Tout ça parce qu'elles restent jalousement gardées par la Fondation SCP afin de protéger les civils comme vous et moi, et tous les secrets de la Fondation. Je parle bien sûr de la créature titanesque capable de détruire notre réalité, le fameux SCP appartenant à la classe Apollyon. Attention, ça ne va pas déconner dans cet épisode. Vous êtes prêts? Merci à tous, abonnez-vous. Go! SCP 2846, le combat marin infini. Eh bien, commençons doucement avec quelque chose qui s'apparenterait plus à de la légende, plutôt qu'à une seule entité bien distincte que la Fondation devrait confiner. SCP-2846 désigne collectivement un ensemble de phénomènes maritimes anormaux, localisés dans la région du Golfe Atlantique dans l'océan. Au cœur de cette zone évolue SCP-2846-A, une entité aquatique massive de type octopode, un peu comme un calamar géant. Sa longueur est estimée, selon les relevés de la Fondation, entre 950 et 990 mètres. Cette bête abyssale est connue pour surgir des profondeurs marines lors des tempêtes ou des ouragans. Elle cible des navires civils menant des attaques sporadiques, d'une rapidité foudroyante, souvent sans avertissement préalable. Sa cible favorite reste les paquebots de croisière ou les navires marchands. Même avec l'aide des puissants radars sous-marins de l'US Navy, la Fondation n'a jamais pu gagner plus de 5 minutes de délai pour se préparer à l'apparition de l'entité. Mais SCP-2048-A n'opère jamais seul. Lors des surgissements, un second phénomène apparaît, nommé SCP-2846-B. Il s'agit d'un grand navire qui semble être un cuirassé Super Dreadnought de classe Pennsylvania. Ce bâtiment de guerre émerge des profondeurs et fait surface à l'endroit exact où SCP-2846-A apparaît. Le navire est alors systématiquement observé en train d'engager le combat contre l'entité Octopode, qui riposte avec violence. Les deux entités se dispersent une fois que SCP-2846-A est suffisamment endommagé ou mis hors de combat. Elles replongent alors ensemble vers les abysses jusqu'à la prochaine apparition. Fait notable, sur les vidéos et les photographies, le cuirassé apparaît souvent brumeux, voire vaporeux. De plus, les tirs explosifs émis par son armement se distinguent par une teinte verte très marquée. Les entités individuelles qui composent l'équipage de SCP-2846-B sont désignées collectivement comme un seul groupe nommé SCP-2846-B1-915. La Fondation a rapidement compris que ce conflit abyssal ne pouvait être ignoré. Compte tenu de la puissance de ces deux entités et de la difficulté à prévoir leur apparition, SCP-2846 a été logiquement classifié dans la classe Keter, au vu des dommages qu'elle pouvait causer sur la population, et de son non-anticipation possible. Pour contenir cette menace, les procédures de confinement spécialisées reposent sur une équipe d'élite appelée l'équipe d'intervention mobile TO-11, surnommée les ouvre-boîtes.
Cet équipage d'élite est embarqué à bord des navires SCP-S Pristine et SCP-S Nikolai. Leurs missions sont claires. Ils doivent maintenir un périmètre de sécurité rigoureux autour des zones où SCP-2846 est actif. Dès l'apparition du Léviathan Octopod, l'équipe TOL 11 doit immédiatement utiliser un dispositif transmission à haute puissance pour communiquer avec le cuirassé SCP-2846-B et maintenir un contact pendant la durée de leur engagement. L'objectif essentiel de l'équipe d'intervention est de minimiser à tout prix le contact entre ces entités et le trafic civil. Tout navire pris dans cette zone de conflit doit être automatiquement et rapidement arraisonné et éloigné par les bateaux de soutien. Par mesure de sécurité, la FMI doit ensuite administrer à chaque personne des anesthésiques de classe C à tous les membres d'équipage, qu'ils aient assisté au conflit ou non. Enfin, les règles d'engagement sont drastiques. Le capitaine du SCP-S Nikolai est autorisé à tirer sur le Léviathan, mais uniquement si le cuirassé SCP-2846-B le demande. Et l'inverse est également possible si SCP-2846-B est en train, lui, d'attaquer un navire de civil ou le navire direct de la Fondation. L'ordre est simple, déclencher un engin nucléaire tactique. Pour la Fondation, la survie de la population prime toujours, même au prix de l'anonymat de l'anomalie. SCP-002, la salle à manger. Alors là, nous sommes face à une entité bien différente des deux titans précédents. SCP-002 se présente sous la forme d'une masse charnue d'environ 60 mètres carrés, dotée d'une trappe métallique menant vers son intérieur qui imite étrangement un petit appartement modeste. Bien qu'aucune ouverture ne soit visible de l'extérieur, l'une des parois intérieures comporte une fenêtre. L'espace est meublé d'objets qui, après analyse poussée, se révèlent être entièrement constitués de matière biologique humaine, ossements sculptés, cheveux tissés et divers tissus transformés en mobilier. Chaque élément présente une structure génétique unique et fragmentée. Depuis sa découverte, SCP-002 a été associé à la disparition de 7 membres du personnel de la Fondation, et son intérieur s'est progressivement enrichi de nouveaux objets tels que des lampes, une télévision, des jouets ou encore une plante en pot. Il est intéressant de noter que la structure n'a montré aucune interaction à l'introduction d'un animal, y compris un primate qui se rapproche génétiquement de l'homme, et n'a toujours pas réagi non plus à l'introduction de cadavres. Le mécanisme qui convertit la matière organique en mobilier ne semble s'activer qu'avec des êtres humains vivants. Malgré tous les essais, la nature de ce processus demeure un mystère total, ce qui en fait l'un des aspects les plus préoccupants de SCP-002. Classé dans la catégorie Euclide, SCP-002 exige des procédures de confinement très strictes. Bien que sa dangerosité soit modeste, son imprévisibilité demande une vigilance constante, indispensable pour garantir que les protocoles soient scrupuleusement respectés. Pour rappel, la classe Euclide est attribuée aux anomalies dont la propriété reste incomprise. Cela signifie que leur confinement exige des protocoles méticuleux. L'anomalie n'est pas toujours hostile, mais la moindre faille dans les procédures de confinement peut déclencher une situation aux conséquences potentiellement catastrophiques. SCP-002 doit rester en permanence relié à une alimentation électrique afin d'être maintenu dans un état assimilé à un mode de recharge. En cas de coupure de courant, une barrière d'urgence doit automatiquement s'abattre entre SCP-002 et les installations et toute la zone doit être immédiatement évacuée afin que SCP-002 ne dégénère pas et ne grandisse pas. Une fois que l'alimentation est rétablie, l'espace doit être exposé à des rayons X et UV jusqu'à ce que SCP-002 soit reconnecté et retourne à un état inactif. La chambre de confinement doit toujours être maintenue sous pression d'air négative. Toute équipe opérant dans un rayon de 20 mètres doit être composée d'au moins 2 membres, qui doivent rester en contact physique constant afin de vérifier l'intérieur de leur propre perception, celle-ci pouvant être altérée au visionnage d'un objet macabre. L'accès à l'intérieur de SCP-002 est strictement réservé au personnel de niveau 3 et plus. Après tout contact direct, le personnel doit être transféré à au moins 5 km du site pour une quarantaine obligatoire de 72 heures et une évaluation psychologique, après quoi son statut pourra être restauré s'il est jugé apte et non traumatisé. En somme, la Fondation doit employer l'intégralité de son arsenal technologique pour assurer que jamais, au grand jamais, ce meuble vivant, cette anomalie appartementique, ne puisse s'échapper des laboratoires de la Fondation. SCP-166, la succube. My room is not dirty. I just have everything on display. SCP-166 semble avoir l'apparence d'une jeune femme européenne en fin d'adolescence, mais présentant un trait physique rappelant ceux des ongulés.
et possédant des pouvoirs de manipulation. Les ongulés sont des mammifères qui possèdent des sabots. En effet, SCP-166 aurait des bois, des sabots et une courte queue similaire à celle des rennes. Étonnamment, son ADN ne révèle pourtant aucune anomalie génétique et présente des caractéristiques humaines. Son influence magique s'exerce dans un rayon d'environ 15 mètres, où tout objet artificiel commence à régresser vers un état brut. Les appareils électriques, véhicules et structures complexes se désagrègent rapidement dans cette zone. Leurs composants métalliques se désagrègent jusqu'à provoquer une défaillance totale en quelques heures. A l'inverse, les matériaux plus simples, comme la pierre ou certains objets organiques transformés, ne subissent qu'une petite altération quasi imperceptible. Parallèlement, des végétaux apparaissent sporadiquement dans sa zone de localisation, parfois même dans des lieux normalement incompatibles avec leur croissance, comme par exemple derrière une caméra de sécurité ou un système de contrôle. SCP-106 souffre également d'une hypersensibilité extrême aux matériaux artificiels, à la pollution et aux résidus chimiques. Leur simple contact ou inhalation entraîne des brûlures cutanées, des escarres et des crises d'asthme sévères. Elle me fait un peu penser à Planetina dans la série Rick et Morty. Rick et Morty, toujours là quand même. Planetina est une super-héroïne planétaire, parodie du personnage Captain Planet. Elle est l'incarnation de la planète, formée par l'union des pouvoirs des 4 entités élémentaires, qu'on appelle les cœurs des enfants. Elle a d'ailleurs eu une relation amoureuse sérieuse avec Morty, mais leur idylle a été brisée par la nature de son existence. Elle n'arrive pas à faire de compromis avec la protection de la Terre. C'est SCP-2317, le Grand Dévoreur. Voilà, on y est enfin, voilà pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Vous êtes là pour en apprendre un peu plus sur cette anomalie en question. Ce SCP n'est vraiment pas comme les autres, à tel point qu'il appartient à une classification très particulière. D'après mes recherches, il ne serait actuellement que 2 dans cette catégorie, la classe Apollyon. Pour ceux du fond, je vais faire un rapide récapitulatif des différentes classifications de la Fondation SCP. On commence avec la classification des sûrs ou des safes. Ce sont les anomalies faciles à confiner, dont les effets sont en grande majorité compris. Le taux de dangerosité est généralement plutôt faible. On peut citer SCP-999, le monstre du câlin, une sorte de grande masse gélatineuse orange, joyeuse et inoffensive, qui produit des câlins euphorisants et est un puissant antidépresseur. On pourrait également citer SCP-509, une entité humanoïde qui résout des problèmes mathématiques complexes instantanément, mais qui est totalement passif. La seconde classification est celle des Euclides. Ici, les anomalies peuvent avoir des effets imprévisibles, ou dont la compréhension est encore inconnue par la Fondation. Elles demandent une vigilance constante et sont modérément dangereuses. Dans cette catégorie, on pourrait parler de SCP-049, connu sous le nom du Docteur de la Peste. Un humanoïde qui, sous prétexte de guérir la peste noire, tue par simple contact et transforme les victimes en zombies hostiles. Un SCP que je vous ai d'ailleurs déjà présenté dans la première vidéo sur la Fondation. Maintenant, passons à une catégorie plus sérieuse, celle des Keter. Vous avez vu en 10 épisodes comment je me suis amélioré sur cette prononciation? Merci à moi. Les Keter sont des anomalies extrêmement difficiles à confiner, nécessitant des procédures complexes ou disposant de capacités qui menacent l'existence même de l'humanité. La dangerosité est plutôt très élevée. L'entité la plus connue appartenant à cette catégorie reste SCP-096, aka l'homme triste. Je pense qu'on peut dire que c'est tout simplement le SCP le plus connu. Ensuite, on arrive sur du très lourd, avec la classification Thaumiel. Les Thaumiel sont des anomalies que la Fondation utilise activement pour contenir ou neutraliser d'autres SCP, en particulier les plus dangereux, comme les Keter. Leur existence est si cruciale qu'elle est hautement classifiée. C'est aussi parfois la classe utilisée pour des SCP que la Fondation ne peut pas contenir, mais pour lesquels elle a quand même prévu des procédures d'urgence en cas de nécessité. Dans cette catégorie, on pourrait citer SCP-3000, Anantesesha, qui reste le plus connu de cette catégorie si particulière. Et pour finir, nous atteignons enfin le sommet de l'horreur avec la classification Apollyon. Ces anomalies sont impossibles à contenir et leur activité imminente signifie souvent la fin du monde, voire la destruction pure et simple de notre réalité. C'est la dangerosité maximale. C'est une catégorie tellement rare que moins de 10 entités y figurent. Mais justement, SCP-2317 fait partie de cette catégorie. Selon les dossiers habilités de niveau 4, dont certains segments semblent avoir été falsifiés, la Fondation conserve des informations extrêmement limitées sur l'entité connue sous le nom de Dévoreur, désignée comme étant SCP-2317-K. Les descriptions accessibles sont fragmentées et entourées de mesures secrètes maximales. Certains rapports suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une forme humanoïde massive avec des cornes ramifiées et une absence de mâchoire inférieure, entièrement recouvert d'écailles.
Sa taille réelle demeure inconnue, bien que certaines estimations spéculatives évoquent plusieurs centaines de kilomètres lorsqu'il est redressé. Des documents mentionnent également 7 crochets fixés dans son dos, liés à 7 chaînes qui le maintiennent attaché à autant de piliers. Cependant, le fonctionnement exact de ce confinement reste complètement classifié et inconsultable par des civils tels que moi. Alors si vous trouvez une explication, mettez-le dans les commentaires, ça serait top, et vous me ferez passer pour un peintre en recherche. La dangerosité de SCP-2317 est considérée comme extrême. Il est théorisé qu'une libération de son confinement pourrait déclencher un scénario apocalyptique de type fin du monde. À ce jour, l'essentiel des informations concernant ses capacités, son apparence ou son origine ont été retirées ou marquées comme confidentielles, rendant SCP-2317 comme étant l'une des anomalies les plus secrètes et les plus redoutées de la Fondation. Selon certains fragments d'archives récents exhumés, présentés comme des écrits issus du codex Erich, il existerait un récit ancien décrivant l'affrontement entre un chef nommé Keshpesh et l'entité aujourd'hui désignée comme SCP-2317-K. Ces textes, dont l'authenticité demeure incertaine, relatent qu'autour de 1894 avant notre ère, Keshek, un roi ancien, aurait conduit 10 000 combattants dans une réalité alternative, plus tard nommée SCP-2317 Prime, afin d'y affronter le Grand Dévoreur. Selon les témoignages, les survivants auraient fabriqué 7 chaînes, en utilisant les os d'une entité appelée Jaspetar, décrit comme la 7e épouse du dévoreur. Ils auraient ensuite emprisonné SCP-2317 dans une structure nommée la Perle du Père des Huîtres, enfouie sous 200 mètres de marais salants. Le codex affirme que Keshpet aurait ordonné la fermeture définitive des accès à cette réalité, en consignant l'ensemble des faits dans un ouvrage, tout en veillant à ce que le véritable nom du dévoreur soit effacé des mémoires collectives. Mais malheureusement, plusieurs millénaires plus tard, une organisation occulte du 19e siècle, appelée la Société de la Flèche d'Or, aurait réouvert le passage vers SCP-2317 Prime, sous la forme d'une porte ordinaire située au Massachusetts. En découvrant l'existence du dévoreur, la société tenta sans succès de réparer 4 chaînes déjà rompues, mais en vain. La Fondation, quant à elle, aurait récupéré la porte en 1922 et aurait relocalisé l'accès à plusieurs reprises, jusqu'à son installation définitive dans la zone de confinement 179 en 1982. Consciente de l'état critique des chaînes restantes, la Fondation entreprit diverses analyses, qu'elles soient sismiques, géologiques ou directes, pour établir un dossier descriptif complet, afin d'éventuellement réparer ces chaînes. Malheureusement, depuis lors, sous la garde de la Fondation, 2 autres chaînes se seraient rompues, chacune coïncidant avec des éléments cataclysmiques ayant causé un nombre élevé de victimes sur Terre. Constatant l'impossibilité de reforger des chaînes sans disposer d'autres os, la Fondation poursuit néanmoins ses recherches qui ont pour le moment toutes été soldées par des échecs. Les projections internes étaient claires, la dernière chaîne se briserait au cours du siècle prochain. Face à cette absence totale de solution, et afin d'éviter un effondrement irrémédiable du monde, le Conseil O5 a pris une décision radicale. La procédure 220 Calabas, qui est un rituel fictif destiné à entretenir une illusion de confinement actif, a été déclenché. Conçu pour paraître totalement crédible, ce rituel intègre des éléments empruntés à diverses traditions occultes, à des pratiques de groupes d'intérêt inconnus, ainsi qu'à des protocoles de confinement extrêmes. Ce mensonge a été présenté comme la vérité à l'ensemble du personnel de la Fondation, y compris aux chercheurs de niveau 4, affectés à la surveillance et à la recherche de SCP-2317, qui ne pouvaient consulter les informations authentiques qu'au travers de protocoles codés comme étant le cauchemar Régent Rouge. Dans une version ultérieure de ces documents, la Fondation aurait finalement éliminé SCP-2317-K, en tirant plusieurs ogives nucléaires directement dans le crâne de la bête, avant qu'il ne puisse s'éveiller, mettant fin à une menace considérée comme inexorable. Mais la vérité est que la Fondation ne possédait aucun moyen réel de contenir SCP-2317-K. C'est pour ça que le Conseil a élaboré cette fausse procédure de rituel, uniquement pour maintenir le personnel convaincu que l'entité restera sous contrôle. Le rituel doit être exécuté chaque jour à midi et nécessite 4 membres du personnel, dont un assistant déguisé en classe D, un couteau en obsidienne et un poulet vivant, de l'eau bénite et symboliquement une sorte d'ogive nucléaire. Voilà, la Fondation est prête à tout pour que ce soit crédible. Les 4 agents ouvrent la porte et entrent. Le célébrant doit marcher autour de ces 7 piliers, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en répandant de l'eau bénite tout en récitant 7 sceaux, 7 anneaux, 7 trônes pour le roi écarlate. L'assistant sacrifie ensuite le poulet avec la lame d'obsidienne, mélange de sang et d'eau bénie, et en parallèle réalise un cercle dans l'autre sens. Il doit verser ensuite le reste au centre et prononcer « du sang pour les anciens dieux, de l'eau pour le nouveau roi ». Le groupe sort ensuite et referme la porte. Toute anomalie durant le rituel déclenche une alarme majeure auprès du Conseil O5, craignant qu'un scénario de fin du monde de classification XK se déclenche.
En plus d'exécuter ce rituel quotidien, le personnel affecté doit passer des tests psychologiques stricts afin d'obtenir un score élevé au test. Il faut également être célibataire, sans enfant et absolument loyal envers la fondation. En définitive, le confinement de cette créature apocalyptique ne se repose pas uniquement sur la force, mais plutôt sur une sorte de mensonge institutionnel. La Fondation sait qu'elle ne peut pas arrêter le grand dévoreur, mais oblige quand même son personnel à exécuter ce rituel quotidiennement, alors que ce n'est qu'une farce cynique. Maintenant que vous avez toutes ces informations, la seule véritable question qui demeure reste: jusqu'à quand le dernier pilier va-t-il tenir? Et son effondrement sera-t-il le signe de notre fin du monde? Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je m'assois parce que je suis fatigué. Je pensais pas qu'on allait se retrouver avant la fin de l'année. J'espère que je vais réussir à faire le montage avant justement la naissance de ma future fille. Ça serait cool, comme ça vous aurez l'occasion de regarder cette vidéo. Voilà, sinon je pense qu'on se retrouve en 2026 avec de nouveaux concepts. J'ai envie de parler de films que j'aime. J'ai toujours envie de continuer d'explorer justement les vidéos SCP, les légendes, mais j'aimerais bien aussi parler d'autres choses, comme je l'ai tenté avec Wakfu, comme je l'ai tenté également avec Le Seigneur des Anneaux, comme je l'ai tenté avec Invincible ou The Boy, et comme je l'ai tenté récemment avec Star Wars, qui a floppé, voilà, floppé, c'est la pire vidéo niveau stats, hein, bien sûr, de ma chaîne, voilà, 300 vues, je crois, ou 200 et quelques, même pas, sur 30 000 abonnés, c'est un scandale, hein, j'ai pas réussi à vous intéresser, ce n'est pas votre faute, c'est plutôt de la mienne. Dommage, je ne vais pas me laisser abattre, je vais redoubler d'efforts. Pourtant, je vous jure que j'avais mis beaucoup d'efforts dans la qualité de l'écriture et dans le montage. Alors peut-être que l'entrain, je l'ai loupé, peut-être que la miniature ne vous a pas intéressé, interpellé. Dommage, écoutez, peut-être que je vais la refaire, j'en sais rien. Je vais voir ce qu'on va faire. En tout cas, merci quand même d'être présent. Écoutez, j'ai quand même passé une année 2025 de folie sur la chaîne. On est passé de même pas 20 000 à 30 000 abonnés, qui est vraiment incroyable. J'ai l'impression que je prends jamais le temps de vous parler. J'avais promis une vidéo FAQ que je n'ai toujours pas faite, parce que j'ai toujours peur de pas vous intéresser. Moi, j'aimerais bien qu'on se retrouve sur Twitch pour discuter. J'aimerais bien qu'on se retrouve même sur Twitch pour jouer à des jeux ensemble. J'avais un serveur Discord qu'un mec m'a fait de la communauté, qui était trop cool, et je ne l'alimente pas. J'ai l'impression que j'ai tellement d'ambition et de projets et d'envie de faire des vidéos, des trucs comme ça, que je me regrette parce que je me dis que ça va pas vous intéresser. Et dès que je sors un peu de ma zone de confort, la preuve en est, ça ne vous intéresse pas. J'ai pas réussi à créer un socle commun d'abonnés, je pense, afin d'intéresser un peu tout le monde, même si la vidéo, c'est 2000 vues. Voilà, 2000 vues, c'est pas énorme. Mais franchement, ça a prouvé quand même que je vous avais intéressé. Et là, 300 vues, c'est nul. Alors que franchement, j'ai passé du temps. Mais bon, bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour se faire plaisir. Mais c'est vrai que ça démoralise un peu. Quand même, voilà, c'est dit. Parce qu'on est trop attaché au négatif. Parce que si on regarde le bilan de l'année 2025, eh bien, c'est vraiment de grosses stats pour une petite chaîne comme moi et pour un gars random comme moi. C'est vraiment trop bien. Donc voilà. Je vous remercie. Ça va être le mot de la fin. Je vais pas m'étaler plus que ça. Sûrement que quand on va se revoir, je serai de nouveau papa. Peut-être plus occupé. Peut-être avec des cernes encore plus gros que ceux que j'ai déjà. Je vous laisse, et puis abonnez-vous, et puis mettez-moi en commentaire. Franchement, j'adore vous lire, interagir, répondre, c'est ce que je préfère le plus. Ciao tout le monde, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. Générique libre de droit.